Déjà dit de manière implicite, je vais le redire de manière plus explicite, cette énergie abondante vous permet d'être assis aujourd'hui dans cet amphi et d'une façon générale à radicalement changer le monde qui nous entoure en ce qui concerne le travail, les métiers. La quasi-totalité des gens que vous connaissez aujourd'hui travaillent dans les services, travaillent en ville et travaillent dans le tertiaire. Je dis bien la quasi-totalité des gens que vous connaissez. C'est une situation très récente qui est la conséquence de l'augmentation de l'approvisionnement énergétique. Vous avez ici l'évolution des effectifs salariés en France, décomposés entre agriculteurs en vert, ouvriers en noir et employés des services en bleu. Ces trois courbes portent sur 2 siècles. Alors je fais une petite parenthèse. Plus vous avez des séries longues quand vous vous intéressez à un processus, mieux vous vous portez. La meilleure manière de faire un contresens sur l'interprétation d'un processus, c'est d'avoir une série qui est trop courte par rapport aux échelles caractéristiques de temps, de variation de ce que vous êtes en train de regarder. Donc il faut avoir des séries un peu longues si on veut comprendre quelque chose. Ce que vous voyez, c'est qu'il y a 2 siècles, les 2 tiers de la population active travaillent dans l'agriculture. Ce sont donc des paysans. Vous en déduisez également une chose de cette affaire-là, c'est que si les 2 tiers de la population active sont dans les champs, c'est que la productivité d'un agriculteur à cette époque-là est suffisante pour se nourrir lui, plus une demi-personne qui fait autre chose. C'est ça que ça veut dire. Donc un agriculteur, c'est nourrir 1,5 personnes. Et puis vous voyez que les effectifs dans l'agriculture augmentent doucettement comme le volume, jusqu'en 1850. Alors qu'est-ce qui se passe à cette époque ? Vous n'avez pas, à cette époque, une augmentation significative de la productivité agricole. En gros, un agriculteur de 1850 est à peu près aussi productif qu'un agriculteur de 1800, un peu plus, mais pas beaucoup. Par contre, ce qui se passe, c'est que la population augmente, et donc on coupe des forêts pour augmenter les surfaces cultivées. On fait de la déforestation en Europe, exactement comme on fait de la déforestation actuellement en Amérique latine ou en Asie du Sud-Est, exactement comme on en a fait aux États-Unis et en Russie. À toutes époques, l'augmentation démographique a supposé pour les populations sédentaires qu'on coupe des forêts pour installer des surfaces cultivées à la place. C'est ce que font les Européens, et donc les Français, et donc on coupe des forêts, jusqu'au moment où il n'y en a plus beaucoup à couper. C'est-à-dire qu'en 1850, on passe par le minimum forestier, 15% de la France est couverte de forêts, pas plus, aujourd'hui c'est 25%. Et les 15% couverts de forêts sont essentiellement des surfaces compliquées à cultiver, les montagnes notamment. Et puis, l'industrie commence à développer des auxiliaires pour l'agriculture qui rendent l'agriculteur plus productif. On commence à développer des colliers de trait, on commence à développer des charrues, etc. C'est le début des forges et de l'industrie qui permet de multiplier les auxiliaires pour l'agriculteur. La première moissonneuse-batteuse de mémoire, c'est la fin du 19e siècle, début du 20e siècle. C'est tiré par des chevaux à l'époque, évidemment. Et donc, on amène des auxiliaires aux agriculteurs qui permettent de diminuer le nombre d'agriculteurs pour les remplacer par des machines ou par des animaux de trait dans les champs. À ce moment, évidemment, ça libère des bras pour qu'une partie des gens aillent faire autre chose et ça alimente, mais pas que, la croissance des effectifs dans les autres secteurs. Et puis après-guerre, alors là, pour le coup, Iron Man va arriver pour de vrai. Vous savez qu'Iron Man est une création américaine, c'est les comics de Marvel. Eh bien, c'est vraiment les Américains. En l'occurrence, les Américains amènent les tracteurs et les engrais qu'ils avaient commencé à développer chez eux. Et on va remplacer les effectifs humains et les animaux de trait par beaucoup plus efficaces, c'est-à-dire les tracteurs et les engrais. Moyennant quoi, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète, le rendement céréalier en Beauce, par exemple, a été multiplié par 6 à 8 entre 1945 et 1975. 6 à 8, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et à ce moment, on peut libérer énormément de paires de bras et de jambes qui sont dans l'agriculture pour les envoyer ailleurs. Alors où est-ce qu'on les envoie ailleurs ? Eh bien, on les envoie dans l'industrie. Alors, industrie ou artisanat, c'est la même chose. Alors, dans l'industrie et l'artisanat, on va être capable, grâce à l'approvisionnement énergétique croissant, de mettre en route une quantité croissante de machines, et à chaque fois que j'ai une machine qui se met en route, j'ai besoin de quelqu'un pour la piloter. J'ai une chaîne de production de voitures, j'ai des ouvriers qui travaillent sur la chaîne. J'ai un marteau-piqueur, j'ai besoin d'un ouvrier pour actionner le marteau-piqueur. J'ai une grue, j'ai besoin de quelqu'un pour actionner la grue. Donc on va construire de plus en plus de machines. Et il se trouve que l'approvisionnement énergétique à cette époque-là, nous sommes aux 30 Glorieuses, vous avez vu la vitesse à laquelle le pétrole par personne augmente, l'approvisionnement énergétique à ce moment-là augmente plus vite par personne que la taille unitaire de la machine.
C'est une course de chevaux. Hein. Et donc, malgré le fait que j'ai des machines de plus en plus grosses, je peux créer de plus en plus d'emplois parce que le parc de machines, en gros, il augmente, le parc de machines augmente parce que la taille unitaire de la machine augmente moins vite que l'approvisionnement énergétique par personne. Donc, je peux augmenter le nombre de machines et donc augmenter le nombre d'emplois dans l'industrie. Après les chocs pétroliers, c'est l'inverse. La taille unitaire de la machine continue d'augmenter alors que l'approvisionnement énergétique par personne s'arrête d'augmenter. À ce moment, j'ai besoin de moins en moins de monde pour piloter des machines qui sont par ailleurs de plus en plus grosses et qui vont continuer à augmenter la production industrielle. La production industrielle en France a doublé entre 1974 et 2007. Donc après les chocs pétroliers, on ne s'est pas désindustrialisé, on a fait une autre industrie, moins de chaussettes et plus d'avions. Par contre, ce qui s'est passé, c'est que la taille unitaire de la machine a continué d'augmenter, alors même que l'approvisionnement énergétique par personne, lui, arrêtait d'augmenter. Donc, on a diminué les effectifs dans l'industrie pour actionner des machines unitairement plus grosses et dont l'ensemble produisait plus. Mais là, ce que je regarde, c'est le nombre de gens. Ce n'est pas la puissance productive. Hein. Donc, le nombre de gens baisse. Et on a également une deuxième catégorie d'emplois qui augmente, qui sont des emplois asservis à l'industrie. Alors là aussi, quelque chose qui est très important à avoir en tête, c'est que les emplois de service n'existent pas sans flux physique. Un emploi de service comme enseignant, par exemple, si vous n'avez pas des flux physiques pour faire un bâtiment d'enseignement, si vous n'avez pas des flux physiques pour amener les élèves et l'enseignant sur place, donc des moyens de transport, si vous n'avez pas des flux physiques pour faire du matériel pédagogique, des livres dans les temps anciens, des ordinateurs aujourd'hui, vous n'avez pas de système d'enseignement. Prenez un médecin, si vous n'avez pas de quoi fabriquer des médicaments, du matériel médical à l'hôpital, des appareils d'imagerie, l'hôpital lui-même et les moyens de transport pour faire fonctionner tout ça, vous n'avez pas de médecin. Si vous n'avez pas de voiture fabriquée, vous n'avez pas de banquier pour faire du crédit automobile, vous n'avez pas d'assureur pour assurer les automobiles, vous n'avez pas de moniteur d'auto-école pour apprendre à conduire et vous n'avez pas d'agent de police pour vérifier que les gens conduisent bien. Tous ces emplois deviennent inutiles, alors que c'est des emplois de service, dans un monde dans lequel vous n'avez pas le flux physique sous-jacent qui est de fabriquer des voitures. Donc, un truc qu'il faut se sortir de la tête, et du reste, je vais vous montrer des corrélations dans pas longtemps qui montrent qu'il faut vraiment se sortir de la tête, c'est l'idée qu'un monde riche en emplois de service est un monde dématérialisé. C'est l'exact inverse. Un monde riche en emplois de service est un monde dans lequel il y a énormément de flux à gérer, et c'est pour ça que vous avez besoin d'énormément de gens pour vous en occuper. Donc les emplois de service augmentent à mesure que la production industrielle augmente, parce qu'il faut continuer il faut gérer, il faut vendre, il faut assurer, il faut gérer, il faut enseigner, etc. Et vous voyez que là, il y a une période où les emplois de service continuent d'augmenter, parce que la production industrielle continue d'augmenter, alors même que les emplois industriels se mettent à baisser. Par contre, à partir de 2007, moment où la production industrielle arrête d'augmenter en Europe, on commence également à avoir un sujet sur les emplois de service. Et vous voyez également apparaître une nouvelle catégorie qui n'existait pas avant, au moment des chocs pétroliers, c'est les chômeurs. C'est-à-dire que l'approvisionnement énergétique par personne n'augmentant plus, en gros, vous n'arrivez plus, donc la productivité du travail augmente peu, puisque la productivité du travail, c'est adjoindre des machines. Hein. La productivité du travail augmente peu, et les emplois existants sont trop productifs pour que dans une économie qui a arrêté de croître rapidement, vous puissiez donner un travail à tout le monde. Dit autrement, à partir des chocs pétroliers, on rentre dans une époque où la seule manière de donner du travail à tout le monde, c'est de diminuer la productivité des gens au travail. Et là, l'équation, elle est diverse selon les pays. Certains n'acceptent pas, et à ce moment, ils créent des chômeurs, la France. D'autres acceptent, et à ce moment, ils se mettent à créer des jobs mal payés, mal qualifiés, petits boulots, à temps partiel, etc. C'est les systèmes plus libéraux, anglais, allemands, américains, etc. Mais c'est l'un des deux embranchements qui se met en place.